hormonale, on va passer vite, hein. Il y a des combinés œstroprogestatifs. La petite nouveauté de cette année, c'est un composé d'estrogène, c'est l'estétrol, hein, si vous avez un QCM, éthénylestradiol, estradiol et estétrol. C'est un estrogène faible. Tous les progestatifs ne changent pas. Il faut connaître ceux qui sont prescrits en première intention, c'est-à-dire ceux qui sont moins à risque de thrombose veineuse. C'est le lévonorgestrel et le norgestimate. Il y a une diapo pour vous remettre les idées en place. Et puis, les autres voies d'administration, vaginale, l'anneau et le patch. Les contraceptions progestatives, ça aussi, QCM facile, hein. Les voies orales, 3 molécules, le lévonorgestrel, le désogestrel, la drospirénone. Drospirénone 4 mg, c'est une assez récente. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Les macros dosés, il n'y a pas d'AMM en contraception. On va voir pourquoi je fais quelques rappels. Vous avez dû entendre parler du risque de méningiome avec l'astate de cyprothérone à forte dose, l'astate de chlormadinone et l'astate de nomégestrol. On y reviendra parce que je pense qu'il peut y avoir des QCM aussi. Voie sous-cutanée, l'implant, c'est de l'étonogestrel. Voie utérine, c'est du lévonorgestrel intra-utérine. Et voie intramusculaire, Depo-Provera, qu'on n'aime pas trop. C'est la seule contraception progestative qui augmente le risque de thrombose veineuse. Voilà, il faut savoir ça aussi. Alors, les mécanismes aussi, contraception combinée, c'est vraiment un effet antigonadotrope, ça bloque l'ovulation et en plus, ça inhibe la croissance folliculaire, ça modifie la glaire cervicale et il y a plus ou moins une atrophie de l'endomètre. On s'en sert chez les femmes qui ont des ménorrhagies fonctionnelles pour avoir moins de saignement, donc un endomètre moins hypertrophique. Et contraception progestative, c'est pour la plupart un effet périphérique avec une action sur la glaire cervicale qui devient épaisse et qui empêche les spermatozoïdes de passer. Pour certains microprogestatifs, il y a aussi une petite action antigonadotrope, mais pas chez toutes les femmes, désogestrel et drospirénone seuls. Une atrophie de l'endomètre, c'est l'inconvénient parce que ça peut saignoter un petit peu tout le temps ou mettre les patientes en aménorrhée. Et donc, il y a des femmes qui n'aiment pas ne pas avoir la trace des règles. Et puis, ça diminue la mobilité tubaire aussi. Voilà, donc en fait, dans la contraception, hein, je pense qu'on l'avait bien rappelé dans la conf, c'est l'interrogatoire qui est indispensable, avec essentiellement, quasiment uniquement, les antécédents familiaux vasculaires chez une patiente qui n'a aucun antécédent. Bien sûr, il faut savoir les pathologies qu'elle a eues et les traitements qu'elle prend. Les traitements, hein, c'est pour tout ce qui est inducteur enzymatique ou éventuellement, si elle a un traitement anticoagulant, ce qui peut augmenter le flux sanguin. Donc, on adaptera la contraception. Donc, il ne faut vraiment pas oublier tous les facteurs de risque vasculaire, il faut que vous les connaissiez. Et donc, ce petit tableau, je vous ai déjà montré en conf, avec sur les 4 dernières lignes les contre-indications absolues, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, même bien traitée et contrôlée, la dyslipidémie qui n'est pas contrôlée, les migraines avec aura, ce que parfois vous oubliez. Et ça, c'est déjà tombé il y a plusieurs années où il y avait quasiment un dossier que de contraception. Et donc, à la fin, il y avait des questions avec des facteurs de risque multiples. Et puis, les antécédents familiaux, là, c'est le risque artériel. Hein, donc, infarctus ou AVC chez un homme, moins de 55 ans, chez une femme, moins de 65 ans. Voilà, donc ce tableau, il faut le connaître. Il faut connaître les autres facteurs de risque qui, quand ils sont multiples, contre-indiquent la contraception. L'âge, la barre, c'est 35 ans. Le surpoids, l'obésité. Le tabac, la barre, c'est 15 cigarettes par jour. Les migraines simples, c'est-à-dire que si vous êtes migraineuse et que vous avez plus de 35 ans, c'est une contre-indication. Et puis, le diabète de type 2, on préfère en première intention une autre contraception, mais s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque, ce n'est pas une contre-indication absolue. Les dyslipidémies contrôlées, c'est pareil, ce n'est pas une contre-indication, sauf chez les patientes qui vont augmenter leurs lipides avec une contraception œstroprogestative. Et puis, le diabète insulinodépendant, il faut retenir la barre des 20 ans. Une fois que vous avez 20 ans de délai de diabète, c'est une contre-indication ou si vous avez des complications vasculaires. Voilà, donc des petits chiffres. Les migraines, je vais passer. Je pense que vous connaissez tous les migraines avec aura, hein, avec des symptômes neurologiques avant les céphalées. Et donc, là, ce qui est le plus fréquent, c'est les symptômes visuels. Voilà, un petit algorithme. Je ne sais pas si je vous l'avais montré en conf, je ne crois pas. Les migraines sans aura
et sans facteur de risque, eh ben, on peut donner une contraception. Et parfois, le climat de la contraception fait que eh ben, les patientes, comme c'est un climat différent du climat hormonal spontané, bah, parfois, il y a une amélioration. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de modification, et donc pas de modification délétère, bien sûr, hein. Et donc, on peut poursuivre la contraception. Si par contre, il y a augmentation de fréquence, d'intensité ou apparition d'aura, eh ben, il faut changer, et c'est l'arrêt de la contraception. Et vous avez accès aux contraceptions mécaniques, progestatives, ou en fonction de l'âge de la patiente, ne pas oublier les contraceptions définitives. Et puis, les migraines sans aura avec des facteurs de risque ou des migraines avec aura, c'est une contre-indication à la pilule œstroprogestative. Voilà. Sur le versant veineux, ben, on a pareil l'âge supérieur à 25 ans qui est possible s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque. Surpoids, obésité, ben, c'est un facteur de risque de thrombose veineuse. La thrombophilie biologique connue, c'est une contre-indication absolue. Alors, on me pose souvent la question, facteur 5 ou facteur 2 hétérozygote, mais hétérozygote, ça thrombose, hein. Donc, c'est une contre-indication, même si c'est hétérozygote. Certes, quand c'est homozygote, le risque veineux est plus augmenté, mais hétérozygote, c'est aussi un facteur de risque. Et puis, pour la veine, les antécédents familiaux, c'est 50 ans, l'âge seuil à retenir. Alors, évidemment, si on a des pathologies vasculaires qui augmentent le risque, faites attention. Dans les dossiers un petit peu transversaux, lupus, c'est une contre-indication, SAPL, contre-indication, les MICI, ça c'est moins sûr, hein, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, Crohn ou RCH, rectocolite hémorragique, surtout quand c'est en poussée. Il y a un papier là qui vient de sortir en 2022 qui rappelle ça. Donc attention, et toutes les pathologies inflammatoires. Donc, quelle contraception en première intention, ça vous savez. Deuxième génération, et dans les recommandations de la Société savante française des gynécologues et obstétriciens français, on a mis le norgestimate en première intention parce que le risque thromboembolique est équivalent lévonorgestrel, norgestimate. Et puis, bah, toutes les pilules, même les deuxième générations, augmentent le risque de thrombose, hein, bien sûr, d'un facteur 2 à 3. Quand on donne une voie non orale, ça augmente aussi le risque de thrombose veineuse, avec un effet starter la première année d'utilisation, ça vous le savez aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme bilan biologique quand on a des antécédents familiaux? Donc, c'est un bilan de thrombophilie à la recherche d'anomalies constitutionnelles et non pas d'anomalies acquises. Ne vous faites pas piéger en cochant le syndrome biologique des antiphospholipides pour tout ce qui est biologie. Donc, c'est antithrombine, protéine C, protéine S, mutation du facteur 5, mutation du facteur 2. C'est vraiment les 5 qu'il faut retenir. Après, on fait souvent TP, TCA fibrinogène. Les dysfibrinogénémies, c'est vraiment extrêmement rare. Donc, je ne pense pas qu'on vous piège là-dessus. Voilà. Et puis, lors de la prescription, si vous le faites alors que la patiente a commencé une contraception, attention, la protéine S peut être dans des taux de déficit. Pour ce qui est du bilan lipidique, s'il n'y a pas d'antécédent vasculaire, pas de dyslipidémie dans la famille, on n'est pas obligé de le faire avant la prescription. On peut le faire au bout de 3 mois. Et on fait uniquement, s'il n'y a pas d'antécédent, s'il n'y a rien, cholestérol total, triglycérides, glycémie. Ne mettez pas HDL, LDL. Ce n'est pas dans les recommandations. Sauf si, bien sûr, il y a une dyslipidémie familiale. Voilà. Et lors de la prescription, il ne faut pas oublier les conduites à tenir en cas d'oubli, et puis parler de la contraception d'urgence. Mais ça ne peut pas faire l'objet d'un QCM. Donc là, je vous ai dit, bilan de thrombophilie, attention au taux de protéine S bas. Donc ça, le taux de protéine S, quand vous avez une anomalie en ville, c'est vrai que c'est bien d'envoyer dans des consultations spécialisées parce que c'est un taux c'est un dosage qui est difficile, qui dépend de l'âge. Et donc, on peut vous aider pour savoir si c'est un vrai déficit ou si en ville, le tube a traîné un peu et fait que vous avez des taux qui sont faux. Quand vous donnez une contraception, les modifications, elles persistent au moins 6 à 8 semaines, au moins. Il y a peu d'études qui le montrent. Et donc, quand on a envie de faire un bilan de thrombophilie, on va switcher vers une contraception micro-progestative
ou quand la patiente est à risque, elle vient vous voir au mois de juin ou juillet, elle vous dit « ma mère a fait une thrombose, c'est une contre-indication de toute façon », vous utilisez un micro-progestatif. Mais si vous avez un doute et qu'il n'y a pas de contre-indication absolue et que vous voulez un bilan d'hémostase, prescrivez-lui une micro-progestative et puis vous avez le temps après de modifier votre stratégie contraceptive. Attention aux chirurgies programmées, ça augmente le risque de thrombose, certaines chirurgies à risque, ça vous avez vu, orthopédie pelvienne. Et donc, chez les patientes qui ont une contraception, attention au risque de thrombose dans ce contexte-là. Voilà, alors qu'est-ce qui thrombose, nous, dans ce qu'on utilise en gynécologie? C'est un petit rappel. Donc, je viens de vous dire toutes les contraceptions, quelle que soit la voie d'administration. Les contraceptions progestatives, c'est la contraception intramusculaire. Le traitement hormonal de ménopause par voie orale, ça va passer par le foie et ça va modifier la coagulation. Alors attention, dans les protocoles de PMA, souvent, on peut utiliser une contraception œstroprogestative ou de l'estradiol par voie orale avec de la progestérone. Chez les femmes à risque, attention aux thromboses. Et puis, dans le contexte du cancer du sein, le tamoxifène, c'est un SERM qui a un effet agoniste sur probablement le foie, les facteurs de la coagulation et les veines, donc ça augmente le risque de thrombose. Même chose dans le traitement de l'ostéoporose, le raloxifène, je pense qu'on vous l'a dit. Puis attention dans les contextes de stimulation sur le clomide, qui est aussi un SERM, mais c'est un usage très ponctuel. Chez les femmes à haut risque, on ne va pas utiliser ça. Voilà, sur la contraception progestative seule, donc on va utiliser plutôt des micro-progestatifs. Il y a encore des indications, bien sûr, sur les macro-progestatifs. Attention au risque de ménangiome, on va y revenir après. Et puis par voie sous-cutanée, par voie cutanée, l'implant et la voie intra-utérine, c'est le DU ou lévonorgestrel. C'est le même principe, c'est des petites doses utilisées par différentes voies d'administration. Contraception mécanique DU au cuivre ou lévonorgestrel et contraception définitive. Alors, contraception définitive, on peut vous donner quelques QCM sur la loi, en fait. Le délai de réflexion, c'est 4 mois. Donc, voilà, facile, ça. Et puis, on fait maintenant, plutôt que la ligature-section, on fait une salpingectomie parce qu'on pense que c'est aussi efficace sur le risque de cancer de l'ovaire ultérieurement. Voilà, donc là, c'est juste une ligature-section. Maintenant, on va plutôt enlever toutes les trompes. Et puis, ne pas oublier la vasectomie, peu utilisée en France parce qu'on est un pays plutôt latin, on va dire, et beaucoup utilisée dans les pays anglo-saxons, notamment nord-américains. Donc, on peut le faire par voie, par anesthésie locale ou pas mal de services font plutôt par anesthésie générale et on va ligaturer les déférents que vous voyez là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'efficacité est différée à 3 mois, alors qu'une salpingectomie, c'est immédiat. Et puis, dans ce contexte-là, les hommes ils peuvent conserver leur sperme donc avant le geste, si jamais il y a un revirement de situation. Alors que pour les femmes, certes, elles peuvent conserver, mais on fera appel après à un protocole de PMA pour qu'elles soient enceintes. Alors là, je vous l'ai dit, et puis là, quelques législations. Donc, il faut une première consultation préalable à l'intervention. On lui remet un dossier d'information écrit et une attestation, délai de réflexion de 4 mois. Après, il faut qu'elle maintienne son désir et on signe encore un consentement. Si la patiente est sous tutelle ou curatelle, c'est l'accord du juge des tutelles et le représentant légal. C'est un peu plus compliqué. Voilà, donc si on revient à la contraception hormonale en général, vous avez compris que c'est l'interrogatoire. L'examen clinique, une jeune ado qui n'a aucune pathologie et qui n'a pas envie d'être examinée, vous ne l'examinez pas, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé si elle ne veut pas. Ce qu'il faut faire, c'est la mesure de la pression artérielle qui est absolument indispensable et puis le calcul de l'IMC. Et puis, on l'interroge sur les prises de médicaments. Et donc, il faut penser aux interactions médicamenteuses, essentiellement les traitements antiépileptiques et les traitements antirétroviraux.
qui sont plus compliqués à retenir par cœur parce que souvent, il y a plusieurs traitements en même temps. Et puis, les antibiotiques, c'est pareil, si vous avez un dossier tuberculose, attention à la rifampicine, qui est un gros inducteur enzymatique avec la contraception œstroprogestative. Voilà, donc je vous ai remis un tableau des principaux traitements antiépileptiques qui vont diminuer l'efficacité de la contraception. Il faut avoir en tête que la lamotrigine, donc le lamictal pour ne pas le nommer, c'est une interaction inverse, c'est-à-dire que quand vous prescrivez une contraception œstroprogestative, vous allez avoir une diminution de la concentration sanguine de lamotrigine et donc potentiellement une augmentation des crises d'épilepsie ou une récidive. Donc, il faut vraiment faire ça conjointement avec le neurologue. Voilà, les antirétroviraux, je vous en ai mis quelques-uns. Je vous ai mis d'autres inducteurs. Donc, je vous ai rappelé le principal antibiotique, c'est la rifampicine, hein. Et puis, les antidépresseurs, attention sur le millepertuis, c'est un inducteur extrêmement puissant. Et puis, des vasodilatateurs comme le Bonsantan. Voilà, c'est s'il y a des dossiers, vous avez souvent une question, enfin souvent, dans un dossier d'internat, vous pouvez avoir à la fin une question contraception, même si, comme je vous dis, il y a quelques années, il y a un dossier contraception unique qui est sorti. Voilà, donc quelle contraception? La contraception idéale en cas d'inducteur enzymatique, c'est bien sûr une contraception non hormonale, donc c'est le DIU au cuivre, mais ce qui est autorisé aussi, c'est le DIU au lévonorgestrel parce que c'est une contraception très locale. Donc le lévonorgestrel est diffusé au niveau de l'endomètre qui va être atrophique et donc du coup, même quand on a un inducteur, on peut utiliser aussi ce type de DIU. Attention, toutes les contraceptions hormonales, quelle que soit la voie d'administration, peuvent diminuer l'efficacité, enfin peuvent, avec un traitement inducteur, être moins efficaces, y compris l'implant. Parce que l'implant, ce n'est pas comme le DU, ça va diffuser et donc ça peut, au niveau hépatique, avec l'interaction des différents cytochromes, diminuer les contraceptions. Voilà. Et la contraception d'urgence, attention, il faut doubler la dose de lévonorgestrel. Ou la meilleure contraception, hein, il y en a 3 contraceptions d'urgence, le lévonorgestrel, l'acétate du lipristal ou le DIU au cuivre. Donc, vous pouvez aussi faire poser un DIU au cuivre très rapidement. Donc, la balance bénéfice-risque des contraceptions, quand on a besoin d'une contraception, le bénéfice est très, très supérieur au risque potentiel, le risque étant essentiellement vasculaire. Et puis, il y a des bénéfices non contraceptifs qui sont démontrés dans l'endométriose. Donc, je pense que vous avez la question endométriose. Alors, elle est plus peut-être pour vos collègues l'année prochaine, mais vous avez douleur pelvienne, hein, donc l'endométriose peut tout à fait tomber. Troubles des règles, comme je vous l'ai dit, ça diminue l'abondance, ça diminue l'incidence des mastopathies bénignes, essentiellement celles qui sont, je dirais, très bénignes. C'est-à-dire que si vous avez une mastopathie bénigne avec atypie, la contraception, ça ne diminue pas le risque d'apparition de ce type de pathologie bénigne. Et puis, ça diminue l'acné et les manifestations d'hyperandrogénie. Et ça, c'est identique, quelles que soient les contraceptions. D'un point de vue global, mais c'est très variable d'une patiente à une autre. Voilà, et les bénéfices à long terme carcinologiques, ça aussi, ça peut faire l'objet d'un QCM, ça diminue le cancer ovarien. C'est pour ça qu'en fait, les antécédents familiaux carcinologiques, notamment ma mère, s'il y a beaucoup de cancer du sein dans la famille, ce n'est pas une contre-indication, parce que ça diminue le risque de cancer de l'ovaire. Et ça, c'est un cancer que nous, on ne sait pas diagnostiquer de façon précoce. Et il n'y a aucune imagerie qui va le dépister. Vous pouvez très bien avoir une échographie tout à fait normale et 3 mois après, avoir un gros cancer de l'ovaire. Donc, alors qu'on sait que la contraception, même chez les femmes BRCA1 ou BRCA2, ont une efficacité importante sur la diminution du risque. Ça diminue le cancer de l'endomètre. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'imprégnation progestative. Et puis, ça diminue le cancer du côlon.
Voilà, conduite à tenir en cas d'oubli, ça je pense que vous savez. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est 12 heures pour toutes les contraceptions œstroprogestatives, c'est 3 heures pour la contraception progestative qui contient du lévonorgestrel, c'est pour ça qu'elle est moins prescrite celle-là. C'est 12 heures pour le désogestrel seul. Et maintenant, c'est 24 heures pour la drospirénone. Il y a une étude et il y a eu un changement dans les RCP, dans le Vidal, vous pouvez regarder, c'est 24 heures. Et donc là, je vous ai redit aussi les contraceptions d'urgence. Un lévonorgestrel, c'est 1,5 mg. Voilà, c'est en vente libre, c'est gratuit pour les mineurs. L'acétate du lipristal, c'est aussi en vente libre et c'est un petit peu plus efficace, semble-t-il, après le 3e jour, de 3 à 5 jours. Et le DU au cuivre, c'est la plus efficace et vous pouvez le poser probablement jusqu'à 7 jours. Retenez 5 jours quand même dans ce qui est officiellement dit. Alors, je vous ai remis aussi tout ce qui est prescription de l'isotrétinoïne, le roaccutane. Attention, il faut, avant le début du traitement et après au moins 1 mois de contraception, un test de grossesse qui doit être réalisé le 2e, le 3e jour du cycle menstruel, traitement prescrit uniquement si vous avez ce test négatif. Et vous avez une ordonnance, la patiente doit prendre une contraception enfin une contraception, pas forcément œstroprogestative, une contraception. Il faut débuter le traitement le plus rapidement possible, au plus tard 7 jours après la réalisation du test de grossesse. Et ça, vous devez répéter tous les mois. Donc, une nouvelle prescription obligatoire après chaque mois de traitement avec les mêmes contraintes de test de grossesse. Et toute prescription doit comporter la date de réalisation du test sur l'ordonnance et préciser qu'une contraception efficace est en cours. Donc voilà, ça c'est la loi. Le dispositif intra-utérin, vous nous posez toujours la question, est-ce que c'est un risque de GU? La réponse est non. Il y a plus de GU chez les femmes sans contraception que chez les femmes avec un dispositif intra-utérin. Donc, mais vous avez des douleurs, des saignements, évidemment, il faut faire un test de grossesse. Un symptôme anormal, test de grossesse immédiat. Des métrorragies, pareil, test de grossesse. Il faut penser à l'infection, ça parfois c'est oublié. Et pas de contre-indication chez la femme nullipare. Il y a des petits dispositifs intra-utérins qui sont disponibles. Alors, il faut s'encadrer de précautions pour le risque d'infection génitale. Donc, il y a des recommandations. Il faut faire une bactério avant 25 ans ou en cas de partenaire multiple ou s'il y a un nouveau partenaire de moins de 1 an. Il faut penser aux interactions médicamenteuses avec le DU parce que ça augmente le flux sanguin chez la plupart des patientes. Donc, les patientes qui ont un traitement anticoagulant, attention. Et il faut bien distinguer le cuivre du DU au lévonorgestrel. Les effets secondaires, ça peut être des douleurs pelviennes, des pertes blanches tout à fait banales ou des saignements. Donc, voilà, il faut éliminer une GU et après, enfin une grossesse et après discuter infection ou autre cause. Les complications, c'est l'expulsion. L'expulsion est fréquente lorsque le dispositif intra-utérin est posé immédiatement après l'accouchement ou très rapidement, ce qui n'est pas une contre-indication. Et la perforation, le facteur favorisant majeur, c'est l'allaitement. L'infection génitale, bien sûr, et puis les échecs. Donc, on va voir, je crois que je vous ai rajouté une petite diapo sur les LARC. Voilà. Il faut savoir ce que c'est que les LARC. C'est les contraceptions de longue durée d'action réversible. Donc, ça, c'est un